Une histoire populaire des États-Unis, d'Howard Zinn, traduit de l'anglais vers le français par Frédéric Cotton. Chapitre 1, Christophe Colomb, les Indiens et le progrès de l'humanité. Les premiers contacts entre Européens et indigènes. Frappés d'étonnement, les Arawaks, femmes et hommes au corps hâlé et nus, abandonnèrent leur village pour se rendre sur le rivage, puis nagèrent jusqu'à cet étrange et imposant navire afin de mieux l'observer. Lorsque finalement Christophe Colomb et son équipage se rendirent à terre, avec leurs épées et leurs drôles de parler, les Arawaks s'empressèrent de les accueillir en leur offrant eau, nourriture et présents. Colomb écrit plus tard dans son journal de bord « Ils nous ont apporté des perroquets, des pelotes de coton, des lances et bien d'autres choses qu'ils échangeaient contre des perles de verre et des grelots. Ils échangeaient volontiers tout ce qu'ils possédaient. Ils étaient bien charpentés, le corps solide et les traits agréables. Ils ne portent pas d'armes et ne semblent pas les connaître, car, comme je leur montrai une épée, ils la saisirent en toute innocence par la lame et se coupèrent. Ils ne connaissent pas l'acier, leurs lances sont en bambou. Ils feraient d'excellents domestiques. Avec seulement 50 hommes, nous pourrions les soumettre tous et leur faire tout ce que nous voulons. Ces Arawaks des îles de l'archipel des Bahamas ressemblaient fort aux indigènes du continent dont les observateurs européens ne cesseront de souligner le remarquable sens de l'hospitalité et du partage, valeur peu à l'honneur en revanche dans l'Europe de la Renaissance, alors dominée par la religion des papes, le gouvernement des rois et la soif de richesse. Caractère propre à la civilisation occidentale comme à son premier émissaire dans les Amériques, Christophe Colomb. Colomb lui-même n'écrit-il pas « Aussitôt arrivé aux Indes, sur la première île que je rencontrai, je me saisis par la force de quelques indigènes afin qu'ils me renseignent et me donnent des précisions sur tout ce qu'on pouvait trouver aux alentours. » L'information qui intéresse Colomb, au premier chef, se résume à la question suivante. Où est l'or ? Il avait en effet persuadé le roi et la reine d'Espagne de financer une expédition vers les terres situées de l'autre côté de l'Atlantique et les richesses qu'il comptait y trouver, c'est-à-dire l'or et les épices des Indes et de l'Asie. Comme tout individu cultivé de son temps, Colomb sait que la Terre est ronde, et qu'il est possible de naviguer vers l'ouest pour rejoindre l'Extrême-Orient. L'Espagne venait à peine d'achever l'unification de son territoire et de rejoindre le groupe des États-nations modernes que formaient la France, l'Angleterre et le Portugal. La population espagnole, constituée en grande partie de paysans pauvres, travaillait à cette époque pour une noblesse qui ne représentait que 2% de l'ensemble, mais qui possédait 95% des terres. Vouée à l'Église catholique, l'Espagne avait expulsé juifs et maures de son territoire, et, comme les autres États du monde moderne, elle convoitait l'or. Ce métal en passe de devenir le nouvel étalon de la richesse, plus désirable encore que la terre elle-même, puisqu'il permettait de tout acheter. On pensait en trouver à coup sûr en Asie, ainsi que des épices et de la soie, puisque Marco Polo et d'autres en avaient rapporté de leurs expéditions lointaines quelques siècles plus tôt. Mais les Turcs ayant conquis Constantinople et la Méditerranée orientale et imposé en conséquence leur contrôle sur les itinéraires terrestres menant à l'Asie, il devenait nécessaire d'ouvrir une voie maritime. Les marins portugais avaient choisi d'entreprendre le contournement de l'Afrique par le sud quand l'Espagne décida de parier sur la longue traversée d'un océan inconnu. En retour de l'or et des épices qu'il ramènerait, les monarques espagnols promirent à Colomb 10% des profits, le titre de gouverneur général des îles et terres fermes à découvrir, et celui, glorieux, créé pour l'occasion, d'amiral de la mer Océane. D'abord clerc chez un négociant génois et tisserand à 16 heures, son père était un tisserand renommé, Christophe Colomb passait désormais pour un marin expérimenté. L'expédition se composait de 3 voiliers dont le plus grand, la Santa Maria, avait près de 30 mètres de long et un équipage de 39 hommes. En réalité, s'imaginant le monde plus petit qu'il ne l'est réellement, Colomb n'aurait jamais atteint l'Asie, qui se situait à des milliers de kilomètres de la position indiquée par ses calculs. S'il n'avait été particulièrement chanceux, il aurait erré à travers les immensités maritimes. Pourtant, à peu près au quart de la distance réelle, entre l'Europe et l'Asie, il rencontra une terre inconnue, non répertoriée, les Amériques. Cela se passait au début du mois d'octobre 1492, 33 jours après que l'expédition eut quitté les îles Canaries, au large de la côte africaine. Déjà, on avait pu voir flotter des branches et des morceaux de bois à la surface de l'océan et voler des groupes d'oiseaux, signe annonciateur d'une terre proche.
Enfin, le 12 octobre, un marin nommé Rodrigo, ayant vu la lumière de l'aube se refléter sur du sable blanc, signala la terre. Il s'agissait d'une île de l'archipel des Bahamas, dans la mer des Caraïbes. Le premier homme qui apercevrait une terre était supposé recevoir une rente perpétuelle de 10 000 maravédis. Rodrigo ne reçut jamais cet argent. Christophe Colomb prétendit qu'il avait lui-même aperçu une lumière la veille et empocha la récompense. Ainsi, à l'approche du rivage, les Européens furent-ils rejoints par les Indiens Arawaks venus les accueillir à la nage. Ces Arawaks vivaient dans des communautés villageoises et pratiquaient un mode de culture assez raffiné du maïs, de l'igname et du manioc. Ils savaient filer et tisser, mais ne connaissaient pas le cheval et n'utilisaient pas d'animaux pour le labour. Bien qu'ignorant l'acier, ils portaient néanmoins de petits bijoux en or aux oreilles. Ce détail allait avoir d'énormes conséquences. Colomb retint quelques Arawaks à bord de son navire et insista pour qu'ils le conduisent jusqu'à la source de cet or. Il navigua alors jusqu'à l'actuel Cuba, puis jusqu'à Hispaniola, Haïti et République dominicaine. Là, des traces d'or au fond des rivières et un masque en or présenté à Christophe Colomb par un chef local inspirèrent de folles visions aux Européens. Les premières violences. À Hispaniola, l'épave du Santa Maria, échouée, fournit à Colomb de quoi édifier un fortin qui sera la toute première base militaire européenne de l'hémisphère occidental. Il le baptisa la Navidad, Nativité, et il laissa 39 membres de l'expédition avec pour mission de découvrir et d'entreposer l'or. Il fit de nouveaux prisonniers indigènes qu'il embarqua à bord des 2 navires restants. À un certain point de l'île, Christophe Colomb s'en prit à des Indiens qui refusaient de lui procurer autant d'arcs et de flèches que son équipage et lui-même en souhaitaient. Au cours du combat, 2 Indiens reçurent des coups d'épée et en moururent. La Nina et la Pinta reprirent ensuite la mer à destination des Açores et de l'Espagne. Lorsque le climat se fit plus rigoureux, les Indiens captifs décédèrent les uns après les autres. Le rapport que Christophe Colomb fit à la cour de Madrid est parfaitement extravagant. Il prétendait avoir atteint l'Asie, en fait Cuba, et une autre île au large des côtes chinoises, Hispaniola. Ces descriptions sont un mélange de faits et de fiction. Hispaniola est un pur miracle. Montagnes et collines, plaines et pâturages y sont aussi magnifiques que fertiles. Les havres sont incroyablement sûrs et il existe de nombreuses rivières, dont la plupart recèlent d'or. On y trouve aussi moult épices et d'impressionnants filons d'or et de divers métaux. D'après Colomb, les Indiens étaient si naïfs et si peu attachés à leurs biens que quiconque ne l'a pas vu de ses yeux ne peut le croire. Lorsque vous leur demandez quelque chose qu'ils possèdent, ils ne disent jamais non. Bien au contraire, ils se proposent de le partager avec tout le monde. Pour finir, ils réclamaient une aide accrue de leur majesté. En retour de quoi, ils leur apporteraient, de son prochain voyage, autant d'or qu'ils en auront besoin, et autant d'esclaves qu'ils en exigeront. Puis, dans un élan de ferveur religieuse, il poursuit « C'est ainsi que le Dieu éternel, notre Seigneur, apporte la réussite à ceux qui suivent sa voie malgré les obstacles apparents. » Sur la foi du rapport exalté et des promesses abusives de Christophe Colomb, la seconde expédition réunissait 17 bâtiments et plus de 1200 hommes. L'objectif en était parfaitement clair, ramener des esclaves et de l'or. Les Espagnols allèrent d'île en île dans les mers des Caraïbes pour y capturer des Indiens. Leur véritable intention devenait rapidement évidente. Ils trouvaient de plus en plus de villages désertés par leurs habitants. À Haïti, les marins laissés à Fort Navidad avaient été tués par les Indiens, après qu'ils eurent sillonné l'île par petits groupes à la recherche de l'or et dans l'intention d'enlever femmes et enfants, dont ils faisaient leurs esclaves pour le travail comme pour satisfaire leurs appétits sexuels. Colomb envoya expédition sur expédition à l'intérieur de l'île. Ce n'était décidément pas le paradis de l'or, mais il fallait absolument expédier en Espagne une cargaison d'un quelconque intérêt. En 1495, les Espagnols organisèrent une grande chasse à l'esclave et rassemblèrent 1500 Arawaks, hommes, femmes et enfants, qu'ils parquèrent dans des enclos sous la surveillance d'hommes et de chiens. Les Européens sélectionnèrent les 500 meilleurs spécimens qu'ils embarquèrent sur leurs navires. 200 d'entre eux moururent durant la traversée. Les survivants furent dès leur arrivée en Espagne mis en vente comme esclaves par l'archidiacre du voisinage qui remarqua que, bien qu'ils fussent aussi nus qu'au jour de leur naissance, ils n'en semblaient pas plus embarrassés que des bêtes. Colomb, pour sa part, souhaitait expédier,
au nom de la Sainte Trinité, autant d'esclaves qu'il pourrait s'en vendre. Mais trop d'esclaves mouraient en captivité. Aussi, Colomb, désespérant de pouvoir reverser des dividendes aux promoteurs de l'expédition, se sentait-il tenu d'honorer sa promesse de remplir d'or les cales de ses navires. Dans la province haïtienne de Chicao, où lui et ses hommes pensaient trouver de l'or en abondance, ils obligèrent tous les individus de 14 ans et plus à collecter chaque trimestre une quantité déterminée d'or. Les Indiens qui remplissaient ce contrat recevaient un jeton de cuivre qu'ils devaient suspendre à leur cou. Tout Indien, surpris sans ce talisman, avait les mains tranchées et était saigné à blanc. La tâche qui leur était assignée étant impossible, tout l'or des environs se résumant à quelques paillettes dans le lit des ruisseaux, ils s'enfuyaient régulièrement. Les Espagnols lançaient alors des chiens à leurs trousses et les exécutaient. Les Arawaks tentèrent bien de réunir une armée pour résister, mais ils avaient en face d'eux des Espagnols à cheval et en armure, armés de fusils et d'épées. Lorsque les Européens faisaient des prisonniers, ils les pendaient ou les envoyaient au bûcher immédiatement. Les suicides au poison de manioc se multiplièrent au sein de la communauté arawak. On assassinait les enfants pour les soustraire aux Espagnols. Dans de telles conditions, 2 années suffirent pour que meurtres, mutilations fatales et suicides réduisent de moitié la population indienne, environ 250 000 personnes d'Haïti. Lorsqu'il devint évident que l'île ne recélait pas d'or, les Indiens furent mis en esclavage sur de gigantesques propriétés, plus connues par la suite sous le nom de encomiendas. Exploités à l'extrême, ils y mouraient par milliers. En 1515, il ne restait plus que 15 000 Indiens, et 500 seulement en 1550. Un rapport daté de 1650 affirme que tous les Arawaks et leurs descendants ont disparu à Haïti. La source principale est sur bien des points uniques de renseignements sur ce qu'il se passait dans les îles après l'arrivée de Christophe Colomb est le témoignage de Bartolomé de Las Casas qui, jeune prêtre, participa à la conquête de Cuba. Il posséda lui-même quelque temps une plantation sur laquelle il faisait travailler des esclaves indiens. Mais il abandonna par la suite pour se faire l'un des plus ardents critiques de la cruauté espagnole. Las Casas, qui avait retranscrit le journal de Colomb, commença vers l'âge de 50 ans une monumentale histoire générale des Indes, dans laquelle il décrit les Indiens particulièrement agiles, dit-il. Ils pouvaient également nager, les femmes en particulier, sur de longues distances. S'ils n'étaient pas exactement pacifiques, les tribus se combattaient, en effet, de temps en temps. Les pertes humaines restaient peu importantes. En outre, ils ne se battaient que pour des motifs personnels et non sur ordre de leur chef ou de leur roi. La manière dont les femmes indiennes étaient traitées ne pouvait que surprendre les Espagnols. Las Casas rend ainsi compte des rapports entre les sexes. Les lois du mariage sont inexistantes. Les hommes, aussi bien que les femmes, choisissent et quittent librement leurs compagnons ou compagnes, sans rancœur, sans jalousie et sans colère. Ils se reproduisent en abondance, les femmes enceintes travaillent jusqu'à la dernière minute et mettent leurs enfants au monde presque sans douleur. Dès le lendemain, elles se baignent dans la rivière et en sortent aussi propres et bien portantes qu'avant l'accouchement. Si elles se lassent de leurs compagnons, elles provoquent elles-mêmes un avortement à l'aide d'herbes aux propriétés abortives et dissimulent les parties honteuses de leur anatomie sous des feuilles ou des vêtements de coton. Néanmoins, dans l'ensemble, les Indiens et Indiennes réagissent aussi peu à la nudité des corps que nous réagissons à la vue des mains ou du visage d'un homme. Toujours selon Las Casas, les Indiens n'avaient pas de religion, ou du moins pas de temple. Ils vivaient dans de grands bâtiments communs de forme conique, pouvant abriter quelques 600 personnes à la fois. Faits de bois forts, solides et couverts d'un toit de palme, ils apprécient les plumes colorées des oiseaux, les perles taillées dans les arêtes de poissons et les pierres vertes et blanches dont ils ornent leurs oreilles et leurs lèvres. En revanche, ils n'accordent aucune valeur particulière à l'or ou à toute autre chose précieuse. Ils ignorent tout des pratiques commerciales et ne vendent ni achètent rien. Ils comptent exclusivement sur leur environnement naturel pour subvenir à leurs besoins. Ils sont extrêmement généreux concernant ce qu'ils possèdent et par là même convoitent les biens d'autrui en attendant de lui le même degré de libéralité. Dans le second volume de son Histoire générale des Indes, Las Casas, il avait d'abord proposé de remplacer les Indiens par des esclaves noirs, considérant qu'ils étaient plus résistants et qu'ils survivraient plus facilement, mais revint plus tard sur ce jugement en observant les effets désastreux de l'esclavage sur les Noirs.
témoigne du traitement infligé aux Indiens par les Espagnols. Ce récit est unique et mérite qu'on le cite longuement. D'innombrables témoignages prouvent le tempérament pacifique et doux des indigènes. Pourtant, notre activité n'a consisté qu'à les exaspérer, les piller, les tuer, les mutiler et les détruire. Peu surprenant dès lors qu'ils essaient de tuer l'un des nôtres de temps à autre. Amiral Colomb, il est vrai, était à ce sujet aussi aveugle que ses successeurs et si anxieux de satisfaire le roi qu'il commit des crimes irréparables contre les Indiens. Las Casas nous raconte encore comment les Espagnols devenaient chaque jour plus vaniteux et, après quelque temps, refusaient même de marcher sur la moindre distance. Lorsqu'ils étaient pressés, ils se déplaçaient à dos d'Indiens, ou bien ils se faisaient transporter dans des hamacs par des Indiens qui devaient courir en se relayant. Dans ce cas, ils se faisaient aussi accompagner d'Indiens portant de grands fauteuils de palmiers pour les protéger du soleil ou pour les éventer. La maîtrise totale engendrant la plus totale cruauté, les Espagnols ne se gênaient pas pour passer des dizaines ou des vingtaines d'Indiens par le rude de l'épée, ou pour tester le tranchant de leurs lames sur eux. Las Casas raconte aussi comment, 2 de ces soi-disant chrétiens, ayant rencontré 2 jeunes Indiens avec des perroquets, s'emparèrent des perroquets et par pur caprice décapitèrent les 2 garçons. Les tentatives de réaction de la part des Indiens échouèrent toutes. Enfin, continue Las Casas, ils suaient sang et eau dans les mines ou autres travaux forcés, dans un silence désespéré, n'ayant nulle âme au monde vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Il décrit également ce travail dans les mines. Les montagnes sont fouillées, de la base au sommet et du sommet à la base, 1 millier de fois. Ils piochent, cassent les rochers, déplacent les pierres et transportent les gravats sur leur dos, pour les laver dans les rivières. Ceux qui lavent l'or demeurent dans l'eau en permanence, et leur dos, perpétuellement courbé, achève de les briser. En outre, lorsque l'eau envahit les galeries, la tâche la plus harassante de toutes consiste à écoper et à la rejeter à l'extérieur. Après 6 ou 8 mois de travail dans les mines, laps de temps requis pour que chaque équipe puisse extraire suffisamment d'or pour le faire fondre, 1/3 des hommes étaient morts. Pendant que les hommes étaient envoyés au loin dans les mines, les femmes restaient à travailler le sol, confrontées à l'épouvantable tâche de piocher la terre pour préparer de nouveaux terrains destinés à la culture du manioc. Les maris et les femmes ne se retrouvaient que tous les 8 ou 10 mois, et étaient alors si harassés et déprimés qu'ils cessèrent de procréer. Quant aux nouveau-nés, ils mouraient très rapidement car leur mère, affamée et accablée de travail, n'avait plus de lait pour les nourrir. C'est ainsi que lorsque j'étais à Cuba, 7000 enfants moururent en 3 mois seulement. Certaines mères, au désespoir, noyaient même leurs bébés. En bref, les maris mouraient pour les mines, les femmes mouraient au travail et les enfants mouraient faute de lait maternel. Rapidement, cette terre qui avait été si belle, si prometteuse et si fertile, se trouva dépeuplée. J'ai vu de mes yeux tous ces actes si contraires à la nature humaine, et j'en tremble au moment que j'écris. Las Casas nous dit encore qu'à son arrivée à Hispaniola, en 1508, 60 000 personnes habitaient cette île, Indiens compris. 3 millions d'individus ont donc été victimes de la guerre, de l'esclavage et du travail dans les mines, entre 1494 et 1508, qui, parmi les générations futures, pourra croire pareille chose. Moi-même, quand j'écris ceci, en ayant été témoin oculaire, j'en suis presque incapable. C'est ainsi qu'a commencé, il y a 500 ans, l'histoire de l'invasion européenne des territoires indiens aux Amériques. Au commencement donc était la conquête, l'esclavage et la mort selon Las Casas. Et cela même si certaines données sont un peu exagérées. Y avait-il effectivement 3 millions d'Indiens, comme il le prétend, ou moins d'1 million selon certains historiens, ou 8 millions selon certains autres? Pourtant, à en croire les manuels d'histoire fournis aux élèves américains, tout commence par une épopée héroïque, nulle mention des bains de sang, et nous célébrons aujourd'hui encore le Columbus Day. Exposé du projet du livre. Après l'école primaire et le collège, on ne trouve que quelques rares traces de cet aspect des choses. Samuel Eliot Morisson, professeur d'histoire à Harvard et éminent spécialiste de Christophe Colomb, est l'auteur d'une monumentale biographie. Marin lui-même, il reconstitua le trajet de Colomb à travers l'Atlantique dans son Christopher Columbus Mariner et
écrit en 1954, il affirme au sujet de l'esclavage et des massacres: la politique de cruauté initiée par Colomb et poursuivie par ses successeurs conduisit à un génocide total. Une seule page, perdue au milieu d'une gigantesque épopée. Dans les dernières lignes de son livre, Morisson résume ainsi sa vision de Christophe Colomb. Il avait ses défauts et ses failles, mais il s'agissait, dans une très large mesure, des défauts inhérents aux qualités qui firent de lui un grand homme. Sa volonté de faire, sa foi immense en Dieu et en sa propre mission de propagateur de la parole divine dans les pays du delà des mers, sa persévérance obstinée malgré l'oubli, la pauvreté et le découragement. Mais on ne peut mettre de bémol ou relativiser la plus formidable et la plus fondamentale de ses qualités, son formidable sens de la navigation. On peut mentir éhontément à propos du passé. On peut aussi omettre les faits qui conduiraient à des conclusions inacceptables. Morisson ne fait ni l'un ni l'autre. Il refuse de mentir au sujet de Christophe Colomb et de taire les massacres. Au contraire, il use pour les qualifier du terme le plus violent qui soit, génocide. Pourtant, il fait autre chose. Il ne mentionne qu'en passant la vérité et retourne vite à ce qui l'intéresse le plus. Le mensonge avéré ou l'omission discrète, risquant l'un et l'autre d'être dénoncés et donc de dresser la lecture contre l'auteur. Exposer les faits, en revanche, tout en les noyant dans un océan d'informations, revient à dire au lecteur, avec une sorte d'indifférence contagieuse, bien sûr des massacres furent commis, mais là n'est pas l'essentiel, et tout cela ne doit pas peser dans notre jugement final ni avoir aucune influence sur nos engagements. L'historien ne peut pas ne pas insister sur certains événements au détriment des autres. C'est pour lui aussi naturel que pour le cartographe qui, afin de produire un document utile dans la pratique, doit d'abord aplanir et distordre la forme du globe avant de sélectionner dans la masse impressionnante des données géographiques les éléments indispensables à tel ou tel usage particulier d'une carte. Je ne discute pas le travail nécessaire de sélection, de simplification et de mise en valeur des faits, aussi incontournable pour l'historien que pour le cartographe. Néanmoins, si la déformation du cartographe est d'ordre technique et répond aux besoins communs de tous ceux qui utilisent ces cartes, celle de l'historien est non seulement technique, mais également idéologique. Elle s'inscrit dans un univers où divers intérêts s'affrontent. Ainsi, tout accent mis sur tel ou tel événement sert, que l'historien en soit ou non conscient, des intérêts particuliers d'ordre économique, politique, racial, national ou sexuel. En outre, au contraire des objectifs techniques du cartographe, les intérêts idéologiques de l'historien sont souvent implicites. En histoire, le travail est présenté comme si tous les lecteurs d'ouvrages historiques partageaient un intérêt commun que l'historien servirait au mieux de ses capacités. Il ne s'agit pas d'une manipulation délibérée. L'historien a été formé dans une société où l'enseignement et le savoir sont présentés comme des notions techniques par excellence et non comme des outils de lutte entre classes sociales, races ou nations. Mettre l'accent sur l'héroïsme de Christophe Colomb ou de ses successeurs en tant que navigateurs et découvreurs, en évoquant en passant le génocide qu'ils ont perpétré, n'est pas une nécessité technique, mais un choix idéologique, et ce choix sert involontairement à justifier ce qui a été fait. Je ne prétends pas qu'il faille, en faisant l'histoire, accuser, juger et condamner Christophe Colomb par contumace. Il est trop tard pour cette leçon de morale, aussi scolaire qu'inutile. Ce qu'il faut en revanche condamner, c'est la facilité avec laquelle on assume ces atrocités comme étant le prix, certes regrettable mais nécessaire, à payer pour assurer le progrès de l'humanité. Hiroshima et le Vietnam pour sauver la civilisation occidentale, Kronstadt et la Hongrie pour sauver le socialisme, la prolifération nucléaire pour sauver tout le monde. Nous avons appris à fondre ces atrocités dans la masse des faits comme nous enfouissons dans le sol nos conteneurs de déchets radioactifs. Bref, nous avons appris à leur accorder exactement autant de place que celle qu'ils occupent dans les cours et les manuels d'histoire prescrits et écrits par les professeurs, appliqués avec une apparente objectivité par les universitaires. Ce relativisme moral nous paraît plus acceptable que s'il l'était par des politiciens au cours de conférences de presse. C'est pourquoi il est d'autant plus dangereux. Le traitement des héros,
colons, comme celui de leurs victimes, les Arawaks, ainsi que l'acceptation tranquille de l'idée selon laquelle la conquête et le meurtre vont dans le sens du progrès humain, ne sont que des aspects particuliers de cette approche particulière de l'histoire, à travers laquelle le passé nous est transmis exclusivement du point de vue des gouvernants, des conquérants, des diplomates et des dirigeants. Comme si, à l'image de Christophe Colomb, il méritait une admiration universelle, ou comme si les pères fondateurs, ou Jackson, Lincoln, Wilson, Roosevelt, Kennedy et autres éminents membres du Congrès et juges célèbres de la Cour suprême incarnaient réellement la nation tout entière, comme s'il existait réellement une entité appelée États-Unis. Une nation certes sujette à des conflits et querelles occasionnelles, mais qui n'en constituerait pas moins, au fond, un groupe d'individus partageant des intérêts communs. Cet intérêt national, censé exister réellement et s'incarner aussi bien dans la Constitution, l'expansion territoriale, les lois votées par le Congrès, les décisions des cours de justice, que dans le développement du capitalisme et la culture, de l'éducation et des médias de masse. On note au passage les inspirateurs et rédacteurs de la Constitution américaine. Les plus célèbres sont George Washington, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, James Madison et John Jay. L'histoire est la mémoire des États, écrivait Henry Kissinger dans A World Restored, son premier livre, dans lequel il s'attachait à faire l'histoire du XXe siècle européen du point de vue des dirigeants autrichiens et britanniques, tout en passant à la trappe des millions d'individus qui avaient eu à souffrir de leur politique. Selon lui, la paix qui caractérisait l'Europe avant la Révolution française fut restaurée par l'activité diplomatique d'une poignée de dirigeants nationaux. Pourtant, pour les ouvriers anglais, les paysans français, les gens de couleur en Asie et en Afrique, les femmes et les enfants, partout dans le monde excepté dans les classes sociales les plus favorisées, il s'agissait d'un monde de conquête, de violence, de famine et d'exploitation. Un monde plus désintégré que restauré. Le point de vue qui est le mien en écrivant cette histoire des États-Unis est bien différent. La mémoire des États n'est résolument pas la nôtre. Les nations ne sont pas des communautés et ne l'ont jamais été. L'histoire de n'importe quel pays, présentée comme une histoire de famille, dissimule les plus âpres conflits d'intérêts, qui parfois éclatent au grand jour et sont le plus souvent réprimés. Entre les conquérants et les populations soumises, les maîtres et les esclaves, les capitalistes et les travailleurs, les dominants et les dominés, qu'ils le soient pour des raisons de race ou de sexe, dans un monde aussi conflictuel, où victimes et bourreaux s'affrontent, il est, comme le disait Albert Camus, du devoir des intellectuels de ne pas se ranger aux côtés des bourreaux. Ainsi, puisque le choix de certains événements et l'importance qui leur est accordée signalent inévitablement le parti pris de l'historien, je préfère tenter de dire l'histoire de la découverte de l'Amérique du point de vue des Arawaks, l'histoire de la Constitution du point de vue des esclaves, celle d'Andrew Jackson vue par les Cherokees, la guerre de sécession vue par les Irlandais de New York, celle contre le Mexique par les déserteurs de l'armée de Scott, l'essor industriel à travers le regard d'une jeune femme des ateliers textiles de Lowell, la guerre hispano-américaine à travers celui des Cubains, la conquête des Philippines telle qu'en témoignent les soldats noirs de Luzon, l'âge d'or par les fermiers du Sud, la Première Guerre mondiale par les socialistes et la suivante par les pacifistes, le New Deal par les Noirs de Harlem, l'impérialisme américain de l'après-guerre par les péons d'Amérique latine, etc. Tout cela, bien sûr, si tant est que quiconque, et quels que soient les efforts qu'il y consacre, puisse effectivement voir l'histoire en épousant le point de vue des autres. Il n'est pas dans mon propos de me lamenter sur les victimes et de stigmatiser les bourreaux. Les larmes et la colère, lorsqu'elles ont pour objet les événements du passé, ne peuvent que nuire à la combativité qu'exige le présent. En outre, les frontières ne sont pas toujours clairement délimitées. Sur le long terme, l'oppresseur est aussi une victime. Sur le court terme, et jusqu'ici, semble-t-il, l'historien de l'humanité n'a jamais été qu'une question de court terme. Les victimes elles-mêmes, exaspérées et inspirées par la culture qui les opprime, se retournent contre d'autres victimes. C'est pourquoi, étant donné la complexité du problème, ce livre se montrera radicalement sceptique à l'égard des gouvernements et de leurs tentatives de piéger, par le biais de la culture et de la politique, les gens ordinaires dans la gigantesque toile de la communauté nationale, censée tendre à la satisfaction des intérêts communs.
J'essaierai en outre de ne pas minimiser les violences que les victimes se font subir les unes les autres, embarquées comme elles le sont dans la grande galère du système. Si je ne souhaite pas les idéaliser, je me souviens néanmoins, le paraphrasant un peu brutalement, d'un propos que j'ai lu quelque part. La plainte du pauvre n'est pas toujours juste, mais si vous ne l'entendez pas, vous ne saurez jamais ce qu'est vraiment la justice. Je n'entends pas inventer des victoires au bénéfice des mouvements populaires. Cependant, si écrire l'histoire se réduisait à dresser la liste des échecs passés, l'historien ne serait plus que le collaborateur d'un cycle infini de défaites. Une histoire qui se veut créative et souhaite envisager un futur possible, sans pour autant trahir le passé, devrait selon moi ouvrir de nouvelles possibilités en exhumant ces épisodes du passé laissés dans l'ombre et au cours desquels, même si ce fut trop brièvement, les individus ont su faire preuve de leur capacité à résister, à s'unir et parfois même à l'emporter. Je suppose ou j'espère que notre avenir sera plus à l'image de ces brefs moments de solidarité qu'à celle des guerres interminables. Voilà, en toute honnêteté, ce que sera mon approche de l'histoire des États-Unis. Le lecteur devait la connaître avant de poursuivre sa lecture. Les civilisations indiennes d'Amérique du Nord. Ce que Christophe Colomb fit subir aux Arawaks, Cortés le fit subir également aux Aztèques du Mexique, Pizarro aux Incas du Pérou, et les colons anglais de Virginie et du Massachusetts aux Powhatan et aux Pequot. La civilisation aztèque du Mexique était le fruit de l'héritage des cultures mayas, zapotèques et toltèques. Elles avaient construit de gigantesques édifices à l'aide d'outils en pierre, avaient développé un système d'écriture et possédaient un clergé organisé. Elles pratiquaient aussi le meurtre rituel de milliers de personnes en sacrifice aux dieux. Cette cruauté des Aztèques, néanmoins, n'allait pas sans une certaine ingénuité. Ainsi, lorsqu'une armada espagnole fit son apparition à Veracruz, et qu'un homme blanc portant barbe et monté sur un étrange animal, le cheval, débarqua couvert d'acier, on pensa qu'il s'agissait du légendaire homme-dieu aztèque disparu 3 siècles plus tôt, en promettant de revenir, le mythique Quetzalcoatl. Aussi, les Aztèques le reçurent-ils avec une munificente hospitalité. Mais ce n'était qu'Hernán Cortés, arrivant d'Espagne à la tête d'une expédition financée par les marchands et les propriétaires fonciers et bénie par les serviteurs de Dieu, avec une seule idée en tête, trouver de l'or. Pour l'empereur aztèque, Montezuma, il devait cependant demeurer un léger doute quant à l'identité de ce Quetzalcoatl. En effet, il envoya au-devant de Cortés des centaines de messagers portant de fabuleux trésors, objets d'or et d'argent d'une fantastique beauté, mais également chargés de le prier de s'en retourner d'où il venait. Quelques années plus tard, le peintre Dürer a su décrire ce qu'ils avaient vu de ces trésors rapportés en Espagne, un soleil d'or et une lune d'argent d'une valeur inestimable. Cortés commença alors sa marche de mort, se rendant de ville en ville, usant des stratagèmes, dressant les Aztèques les uns contre les autres, assassinant avec ce caractère délibéré qui signe une stratégie, celle qui consiste à paralyser la volonté d'une population en la terrorisant à l'extrême. Ainsi, à Cholulu, il invita les chefs de la nation Cholula à venir dans son camp pour parlementer. Lorsqu'ils arrivèrent, accompagnés d'une suite composée d'1 millier de serviteurs désarmés, les quelques Espagnols de Cortés, postés autour du camp avec leurs canons, leurs arbalètes et montés sur leurs chevaux, les massacrèrent jusqu'au dernier. Ensuite, ils mirent la ville à sac et reprirent leur chemin. Cette chevauchée meurtrière prit fin à Mexico. Montezuma était mort et la civilisation aztèque, anéantie, tomba aux mains des Espagnols. On trouve tout cela dans les récits des Espagnols eux-mêmes. Au Pérou, un autre conquistador espagnol, Pizarro, usa des mêmes moyens pour parvenir aux mêmes fins. La soif d'or, d'esclaves et de produits agricoles, des jeunes États capitalistes d'Europe, la nécessité de rembourser les actionnaires et les investisseurs des expéditions, de financer les bureaucraties monarchiques en pleine expansion et d'encourager la croissance des nouvelles économies fondées sur l'argent qui émergeait du féodalisme, pour participer à ce que Karl Marx appellera plus tard l'accumulation primitive du capital. Il s'agit là des débuts violents d'un système intégré de technologie, d'affaires, de politique et de culture qui devait dominer le monde au cours des 5 siècles suivants.
Dans les colonies anglaises d'Amérique du Nord, comme dans les Bahamas de Colomb, la démonstration eut lieu très tôt. En 1585, alors qu'il n'y avait pas encore d'implantation anglaise permanente en Virginie, Richard Grenville et ses 7 navires y accostèrent. Les Indiens qu'il y rencontra se montrèrent hospitaliers. Pourtant, quand l'un d'eux s'avisa de dérober une petite tasse en argent, Grenville pilla et incendia le village. On note, dans les premiers temps de la présence britannique en Amérique du Nord, le terme de colonie, indifféremment plantation ou colonie, désigne simplement une implantation de population et non encore une unité administrative. La ville de Jamestown fut édifiée sur le territoire d'une confédération indienne construite par le chef Powhatan. Celui-ci assista impassible à l'installation de la colonie anglaise sur les terres de son peuple et n'attaqua pas les colons. Au cours de l'hiver 1610, ces derniers connurent le temps de la famine, et certains d'entre eux coururent chez les Indiens qui pouvaient au moins les nourrir. Lorsque l'été revint, le gouverneur de la colonie fit demander à Powhatan de restituer les fugitifs. Les chefs indiens, selon les propres récits des Anglais, n'exprima en réponse à cette faveur que des propos pleins d'arrogance et de mépris. Un groupe de soldats fut alors chargé de prendre une revanche. Ils attaquèrent un village, tuèrent une quinzaine d'Indiens, brûlèrent les habitations et saccagèrent les cultures de maïs. Ensuite, ils se saisirent de la reine de la tribu et de ses enfants, les firent monter dans leurs embarcations, et pour finir, jetèrent les enfants par-dessus bord, en leur faisant sauter la cervelle, tandis qu'ils étaient dans l'eau. Enfin, la reine fut emmenée et poignardée. Incapables de réduire les Indiens en esclavage, ou de vivre en bonne entente avec eux, les Anglais décidèrent de les exterminer. Edmund Morgan écrit dans son Histoire des premières années de la Virginie, American Slavery, American Freedom, comme les Indiens connaissaient parfaitement les forêts et étaient dans ces conditions pratiquement impossibles à poursuivre, il fut décidé de simuler des intentions pacifiques, de les laisser s'installer tranquillement quelque part et de planter leur maïs où ils le souhaitaient, puis de leur tomber dessus juste avant la récolte, d'en tuer autant que possible et de brûler les cultures. 2 ou 3 ans après le massacre, les Anglais avaient eu l'occasion de venger plus d'une fois leurs morts. En 1607, première année de la présence des Blancs en Virginie, Powhatan avait adressé à John Smith une supplique qui se révélerait prophétique. On peut douter de l'authenticité de ce texte, mais il s'apparente tant à d'autres déclarations indiennes qu'il est sans doute assez proche, sinon de la lettre, du moins de l'esprit de cette première supplique. J'ai vu mourir 2 générations de mon peuple. Je connais, mieux que n'importe quel homme vivant dans mon pays, la différence entre la paix et la guerre. À présent je suis vieux et je vais mourir bientôt. Ce sont mes frères, Opichapan, Opechancanuk et Katatuk, qui hériteront de mon autorité, puis viendront mes 2 sœurs, puis mes 2 filles. Je leur souhaite d'en savoir autant que moi, et que votre affection envers eux puisse être de même nature que celle que je vous porte. Pourquoi prendriez-vous par la force ce que vous pouvez obtenir simplement par l'amitié? Pourquoi nous détruiriez-vous, nous qui vous nourrissons? Que pouvez-vous obtenir par la guerre? Nous pouvons cacher nos provisions et nous enfuir dans les bois. Alors vous mourrez pour avoir injustement traité vos amis. Pourquoi nous en vouloir? Nous sommes sans armes et désireux de vous donner ce que vous voulez si vous nous le demandez, amicalement. Je ne suis pas stupide au point d'ignorer qu'il est préférable de manger de bons repas, de dormir confortablement, de vivre tranquillement avec mes femmes et mes enfants, de rire et vivre en bonne entente avec les Anglais, d'obtenir d'eux leur cuivre et leurs haches plutôt que de toujours fuir, dormir dans le froid des forêts, me nourrir de glands, de racines et autres saletés, et être si souvent pourchassé que je ne puis plus ni dormir ni manger. Dans cette guerre, mes hommes doivent toujours être sur le qui-vive, et lorsqu'une brindille craque, ils se mettent à hurler. C'est le capitaine Smith! C'est ainsi que je vais finir ma misérable vie. Déposez vos fusils et vos épées, cause de notre mésentente, ou vous pourriez bien mourir de la même manière. Lorsque les pères pèlerins arrivèrent en Nouvelle-Angleterre, ils ne trouvèrent pas eux non plus une terre déserte, mais une contrée peuplée d'Indiens. John Winthrop, le gouverneur de la colonie de la baie du Massachusetts, prétexta pour justifier son occupation des territoires indiens que la terre était juridiquement vacante. Les Indiens, prétextaient-ils, n'avaient pas soumis la terre et en conséquence n'avaient qu'un droit naturel sur elle et non un droit réel. Et le droit naturel n'avait aucune existence légale.
On note l'expression Pilgrim's Fathers réfère aux 102 puritains anglais qui débarquèrent du Mayflower en 1620. Par extension, elle englobe également les autres puritains qui allaient débarquer dans les années suivantes et fonder des villes comme Salem, Boston, Plymouth, etc. Les puritains en appelaient aussi à la Bible et en particulier au psaume 2,8. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. En outre, pour justifier la prise de possession par la force, ils évoquaient l'épître aux Romains 13,2. Quiconque s'oppose à l'autorité s'est dressé contre la volonté de Dieu. Celui-là sera jugé et condamné. Les puritains respectaient une trêve toute relative avec les Pécotes, et qui occupait ce qui constitue aujourd'hui le sud du Connecticut et du Rhode Island. Ils ne souhaitaient pas moins s'en débarrasser et occuper leurs terres. En outre, ils semblaient bien décidés à imposer leur domination sur les colons de cette région du Connecticut. En 1636, le meurtre d'un négociant blanc, fauteur de troubles et kidnappeur d'Indiens avérés, fournit une excuse excellente au déclenchement d'une guerre contre les Pécotes. Une expédition punitive quitta Boston pour attaquer les Indiens Narragansett de Block Island que l'on prenait pour des Pécotes. Selon le gouverneur Winthrop, ces hommes avaient reçu l'ordre de tuer les habitants mâles du Block Island, mais d'épargner les femmes et les enfants, que l'on évacuerait. Lys devait prendre possession de l'île, et de là se rendre chez les Pécotes pour exiger que soient livrés les assassins du capitaine Stone et de quelques autres Anglais, ainsi qu'une certaine quantité de wampum, monnaie indienne faite de colliers utilisés également par les colons, en guise de dédommagement. En outre, certains de leurs enfants devaient être livrés en otage. En cas de refus, ils étaient autorisés à s'en saisir par la force. Les Anglais débarquèrent sur Block Island et tuèrent en effet quelques Indiens. Mais les autres se réfugièrent dans les forêts, et les troupes anglaises allèrent d'un village déserté à l'autre, détruisant les récoltes, puis ils retournèrent sur le continent et pillèrent les villages Pécotes installés sur la côte, en détruisant là aussi les récoltes. L'un des officiers de cette expédition décrit les Indiens Pécotes qu'il rencontrait en ces termes. Les Indiens qui nous observaient accouraient en nombre sur le rivage en criant « Bienvenue Anglais, bienvenue! Que venez-vous faire ici ?» Ils n'imaginaient pas que nous étions en guerre et nous accueillaient chaleureusement. C'est ainsi que commença la guerre contre les Pécotes. On massacra des deux côtés. Les Anglais mirent en place une stratégie déjà utilisée par Cortés et largement reprise plus tard au XXe siècle. Agression délibérée sur les populations civiles dans l'objectif de terroriser l'ennemi. C'est ainsi que l'ethno-historien Francis Jennings interprète l'attaque du capitaine John Mason contre un village Pécote de la Mystic River, près de la sonde de Long Island. Mason proposa d'éviter l'affrontement direct avec les guerriers Pécotes afin de ne pas mettre en avant ses troupes trop peu aguerries et trop peu fiables. Le combat, en tant que tel, n'était pas son objectif premier. Ce n'était qu'un moyen parmi d'autres de saper l'ardeur combative de l'ennemi. Le massacre permettant d'obtenir le même résultat en prenant moins de risques, Mason opta pour le massacre. Les Anglais mirent donc le feu aux wigwams du village. Selon leurs propres témoignages, le capitaine avait aussi dit qu'il fallait les brûler. Dès qu'on entrait dans les wigwams, il fallait jeter les torches sur les couvertures dont ils se recouvraient et mettre le feu aux wigwams. William Bradford, dans son History of the Plymouth Plantation, rédigé peu après les faits, décrit ainsi le raid de Mason sur le village Pécote. Ceux qui échappèrent au feu périrent taillés en pièces ou passés au fil de l'épée. Ils furent rapidement dispersés et seul un petit nombre réussit à s'échapper. On a parlé de 400 morts rien que pour ce jour-là. C'était un spectacle horrible que de les voir se tordre dans les flammes et tout ce sang répandu sur le sol. Tout aussi horrible était la puanteur qui se dégageait de cet endroit. Mais la victoire semblait comme un doux sacrifice à Dieu, qu'ils remercièrent d'avoir œuvré si merveilleusement pour eux, et de leur avoir ainsi livré leurs ennemis, permettant une rapide victoire sur un si vaillant et si exécrable ennemi. S'il faut croire un théologien puritain, le docteur Cotton Mather, il est probable que nous avons envoyé ce jour pas moins de 600 âmes Pécotes en enfer. La guerre se poursuivait, les tribus indiennes, dressées les unes contre les autres, ne semblèrent jamais en mesure de s'unir pour combattre les Anglais. Toujours selon Jennings,
la terreur régnait chez les Indiens. Mais avec le temps, ils en méditèrent les fondements. Ils tirèrent 3 leçons de cette guerre. La première, que les serments les plus solennels des Anglais seraient violés sitôt que l'intérêt entrerait en conflit avec les promesses. La deuxième, que les Anglais en guerre étaient impitoyables et sans aucun scrupule. La dernière, que les armes indiennes n'étaient d'aucune utilité face aux armes européennes. Ces leçons, les Indiens ne les oublièrent pas. Une note du livre de Virgil Vogel, des Silent Waters, 1972, nous apprend que, officiellement, il ne reste plus aujourd'hui que 21 Pequots au Connecticut. 40 ans après la guerre contre les Pequots, les Puritains et les Indiens commencèrent à s'affronter. Cette fois-ci, c'était au tour des Wampanoag, sur la rive sud de la baie du Massachusetts, de se retrouver en travers du chemin. Ces Indiens commençaient en outre à vendre quelques-unes de leurs terres à des individus n'appartenant pas à la colonie de la baie du Massachusetts. Leur chef, Massasoit, était mort et son fils, Wamsuta, avait été tué par les Anglais. Le frère de Wamsuta, Metacom, que les Anglais allaient surnommer plus tard le roi Philippe, devint chef à son tour. Les Anglais trouvèrent un prétexte, un meurtre qu'ils attribuèrent à Metacom lui-même, pour entamer une guerre de conquête contre les Wampanoag. Il s'agissait bien sûr de se saisir de leurs terres. Les Anglais étaient clairement les agresseurs, mais ils prétendaient agir pour prévenir des agressions futures. D'après Roger Williams, plus attentif aux Indiens que bien d'autres commentateurs, tout homme un peu conscient ou prudent crie à la face du monde que sa guerre est avant tout défensive. Jennings affirme que cette guerre répondait avant tout au désir des élites puritaines. L'Anglais, plus modeste, n'en voulait pas et refusait bien souvent de combattre. On peut être certain que les Indiens ne la souhaitaient pas non plus, mais répondaient au massacre par le massacre. Lorsque tout fut fini, en 1676, les Anglais l'emportaient, mais ils avaient payé bien cher leur victoire. Quelques 600 Blancs avaient perdu la vie et 3000 Indiens étaient également morts, dont Metacom lui-même. Pourtant, les raids indiens se poursuivirent. Pendant quelque temps, les Anglais usèrent de stratégies moins violentes, puis en revinrent finalement à l'extermination. La population indienne qui vivait au nord du Mexique, à l'arrivée de Christophe Colomb, et qui comptait une dizaine de millions d'individus, fut finalement réduite à moins d'1 million. Un nombre incalculable d'Indiens furent victimes des maladies introduites par les Blancs. Un Hollandais parcourant la Nouvelle-Hollande écrit en 1656 que les Indiens affirment qu'avant l'arrivée des chrétiens, et avant que la variole ne se propage chez eux, ils étaient 10 fois plus nombreux qu'aujourd'hui. Cette maladie a anéanti leur population, dont les 9/10 ont disparu. En 1642, lorsque les Anglais s'installèrent pour la première fois à Martha's Vineyard, les Wampanoag qui y vivaient étaient peut-être au nombre de 3000. Cette île ne connut pas la guerre, mais en 1764, on y comptait plus que 313 Indiens. De même, en 1662, la population indienne de Block Island se montait à environ 1200 ou 1500 individus. En 1774, il n'était plus que 51. L'invasion de l'Amérique du Nord par les Anglais, leur brutalité et les massacres d'Indiens trouvaient leur origine dans cette force impérieuse, caractéristique des civilisations fondées sur la propriété privée, une force moralement ambiguë. Pour les Européens, le besoin d'espace et de terre était bien réel, mais dans une telle situation de nécessité, et dans cette période barbare obsédée par l'idée de compétition, ce besoin parfaitement humain tourna au massacre généralisé. Roger Williams affirmait qu'il s'agissait d'un appétit dépravé pour les objets les plus vains, rêves et fantômes de cette vie passagère, une soif de terre, les terres de ces régions sauvages, comme si les hommes étaient réellement dans le plus grand danger et se trouvaient confrontés à l'extraordinaire nécessité de s'approprier de vastes étendues de terre, un peu à l'image de misérables marins, affamés et mourant de soif après une traversée incroyablement longue et mouvementée. C'est là une des idoles de la Nouvelle-Angleterre, que le seul Dieu réel et éternel détruira et anéantira. Ces bains de sang et cette duplicité que l'on observe de Christophe Colomb à Cortés, de Pizarro aux Puritains, étaient-ils réellement nécessaires pour permettre à l'humanité de passer de l'état sauvage à la civilisation? Morrison a-t-il eu raison d'évoquer, en passant, l'histoire du génocide dans son histoire plus large du progrès humain?
On peut, bien sûr, répondre à ces questions par l'affirmative, un peu comme Staline le fit à propos des paysans qu'il faisait assassiner pour assurer le progrès industriel de l'Union soviétique, ou comme Churchill justifiant les bombardements de Dresde et de Hambourg, ou bien encore Truman s'exprimant sur Hiroshima. Mais finalement, peut-on en juger sereinement quand les bénéfices et les pertes de ces massacres ne peuvent être mis en regard puisque ces pertes, justement, sont soit passées sous silence, soit trop rapidement évoquées. Ce rapide constat, tout cela est affreux, sans doute, mais il fallait en passer par là, peut sembler acceptable aux classes moyennes et supérieures des pays conquérants et prétendus avancés. Mais le sera-t-il aux yeux des populations pauvres d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, pour les prisonniers des camps soviétiques, pour les Noirs des ghettos, pour les Indiens des réserves, bref, pour les victimes d'un progrès qui ne comble qu'une petite minorité de la population mondiale? En outre, était-ce également acceptable, ou du moins inévitable, du point de vue des mineurs et de la main-d'œuvre des chemins de fer en Amérique, des ouvriers, hommes et femmes, qui sont morts par centaines de milliers dans des accidents du travail ou de maladies professionnelles, sur leur lieu de travail ou chez eux? Les risques du progrès, en quelque sorte, voire concernant la minorité de privilégiés, ne devraient-ils pas reconsidérer, avec ce pragmatisme que même les privilèges ne peuvent effacer, le coût de ces bénéfices à l'aune de la menace qui fait peser sur eux la colère des sacrifiés, qu'elle s'exprime au travers de révoltes organisées, d'émeutes spontanées ou simplement de ces actes individuels de désespoir que l'État et la loi qualifient de crimes? S'il faut absolument faire des sacrifices pour assurer le progrès de l'humanité, ne serait-il pas indispensable de s'en tenir au principe selon lequel c'est à ceux dont on exige le sacrifice que la décision doit revenir en dernier ressort? Nous pouvons tous décider d'abandonner quelque chose auquel nous tenons, mais avons-nous le droit de brûler vifs les enfants des autres ou nos propres enfants pour sacrifier un progrès qui n'est pas beaucoup plus assuré que la santé ou la maladie, la vie ou la mort? Qu'ont apporté au peuple espagnol toutes ces morts et ces violences infligées aux Indiens des Amériques? La gloire éphémère à l'échelle de l'histoire humaine, de l'empire espagnol dans l'hémisphère occidental? Comme le dit assez bien Hans Conning dans son livre Columbus, His Enterprise, tout l'or et tout l'argent volés et embarqués à destination de l'Espagne ne rendirent pas le peuple espagnol plus riche. Cela conféra à ses rois, et pour un temps seulement, un certain poids dans l'équilibre des pouvoirs et la possibilité de s'offrir plus de mercenaires afin de mener leurs guerres. Ces guerres qu'ils finirent tout de même par perdre. Tout ce qui en résulta fut une inflation mortelle, une population affamée, des riches plus riches, des pauvres plus pauvres, et une classe paysanne complètement ruinée. Mais, par-dessus tout, peut-on vraiment affirmer que ce qui a été détruit était inférieur? Qui étaient ces gens qui se réunirent sur le rivage et nagèrent jusqu'à Christophe Colomb pour lui apporter à lui et à son équipage des présents? Ceux qui regardèrent Cortés et Pizarro traverser leurs terres, ceux qui observèrent de la lisière de la forêt les premiers colons blancs de Virginie et du Massachusetts. Colomb les baptisa Indiens, parce qu'ils n'avaient pas su évaluer la taille réelle du globe. Dans ce livre, nous conservons, malgré nous, cette désignation, parce qu'il arrive bien souvent que les peuples s'accoutument au nom que leur ont donné leurs conquérants. En outre, une autre raison nous autorise à les nommer ainsi. Ces peuples sont en effet venus d'Asie, il y a sans doute environ 25 000 ans. Après avoir traversé le détroit de Bering par une bande de terre qui devait les conduire en Alaska, et fut plus tard recouverte par les eaux, se déplaçant ensuite vers le sud à la recherche d'un climat plus chaud et de nouvelles terres, en un périple qui dura plusieurs milliers d'années, ils parvinrent jusqu'en Amérique du Nord, puis en Amérique centrale et enfin en Amérique du Sud, au Nicaragua, au Brésil et en Équateur. Leurs traces de pas inscrites dans le sol peuvent encore s'observer parmi celles des bisons qui ont disparu de ces régions il y a quelques 5000 ans. C'est pourquoi on peut affirmer que les Indiens ont atteint l'Amérique du Sud au plus tard à cette période. Largement dispersés sur ces immenses continents que sont les Amériques, ils devaient être à peu près 75 millions à l'époque de l'arrivée de Colomb, dont 25 millions
environ en Amérique du Nord. Ces peuples développèrent des centaines de cultures spécifiques répondant aux différents environnements naturels et climatiques, et parlaient environ 2000 langues différentes. Ils poussèrent assez loin l'art de l'agriculture et imaginèrent les moyens de cultiver le maïs. Plante dont la domestication à des fins alimentaires nécessite une technique particulièrement élaborée. Les Indiens avaient aussi développé d'autres variétés de légumes et de fruits, ainsi que la cacahuète, le cacao, le tabac et le caoutchouc. En fait, les Indiens venaient de s'engager dans le même type de révolution agro-radicale que d'autres peuples d'Asie, d'Afrique et d'Europe expérimentaient à la même époque. Alors que certaines tribus conservaient leur mode de vie nomade de chasseurs-cueilleurs, d'autres commençaient à s'installer en communautés plus sédentaires, où l'on trouvait plus de nourriture, des populations plus nombreuses, une division du travail plus nette entre hommes et femmes, des surplus destinés aux chefs et aux prêtres, et également plus de temps libre pour s'adonner à des activités sociales et artistiques, ou pour construire des habitations. 1000 ans avant Jésus-Christ, par exemple, en même temps que les Égyptiens et les Mésopotamiens, les Indiens Zufis et Hopis, sur le territoire de ce qui est aujourd'hui le Nouveau-Mexique, avaient commencé à construire des villages en terrasses, comptant des centaines d'habitations, nichés sur des falaises ou dans des montagnes afin de mieux se protéger des ennemis. Avant l'arrivée des explorateurs européens, ils utilisaient des réseaux d'irrigation et des retenues d'eau, connaissant la céramique, la vannerie et se tissant des vêtements en coton. À l'époque du Christ ou de Jules César, s'était développée dans la vallée de l'Ohio la culture des Mound Builders. Ces Indiens qui firent des centaines de sculptures gigantesques en terre représentant des hommes, des oiseaux ou des serpents, qui servaient parfois de sépulture et d'autres fois de fortification. L'une d'entre elles était longue d'environ 6 kilomètres, formant un enclos de 40 hectares. Ces Mound Builders semblent avoir participé à un réseau complexe de commerce d'armes et de bijoux qui s'étendait de la région des Grands Lacs au golfe du Mexique et à l'ouest américain. Aux environs de l'an 500 de notre ère, tandis que cette culture des Mound Builders commençait à décliner, une autre civilisation se développait plus à l'ouest, dans la vallée du Mississippi, centrée sur l'actuelle région de Saint-Louis. Cette civilisation avait développé une agriculture sophistiquée et réunissait des milliers de villages, édifiant également près d'une grande métropole indienne qui semble avoir abrité quelques 30 000 personnes, de grands tumulus de terre qui faisaient office de sépulture ou de lieu cérémoniel. Le plus grand de ces édifices avait 300 mètres de haut et une base plus grande que celle de la grande pyramide d'Égypte. Dans cette cité, appelée Cahokia, on trouvait fabricants d'outils, tanneurs, potiers, bijoutiers, tisserands, saliniers, graveurs sur cuivre ainsi que de talentueux céramistes. On y a également découvert un suaire funéraire composé de 12 000 perles de coquillages. Des monts Adirondack jusqu'au Grand Lac, sur le territoire actuel de la Pennsylvanie et de l'État de New York, vivait le plus puissant groupe de population du nord-est américain, la Confédération iroquoise, qui réunissait les Mohawks, le peuple du silex, les Oneidas, le peuple de la pierre, les Onondagas, le peuple de la montagne, les Cayugas, le peuple de la terre, et les Sénécas, le peuple de la grande colline. Des milliers de gens unis par une langue commune, l'Iroquois. Dans la vision du chef Mohawk, Hiawatha, le légendaire Dekanawida, s'adressait aux Iroquois en ces termes. Nous sommes unis tous ensemble par le grand cercle que forment nos mains. Un cercle si fort que si un arbre venait à tomber dessus, il ne tremblerait ni ne se romprait. Ainsi notre peuple et nos petits-enfants resteront dans le cercle en parfaite sécurité, dans la paix et le bonheur. Dans les villages d'Iroquois, la terre était détenue et travaillée en commun. La chasse se faisait en groupe et les prises étaient partagées entre les membres du village. Les habitations étaient considérées comme des propriétés communes et abritaient plusieurs familles. La notion de propriété privée des terres et des habitations était parfaitement étrangère aux Iroquois. Un père jésuite français qui les rencontra en 1650 écrivait « Nul besoin d'hospice chez eux, car ils ne connaissent pas plus la mendicité que la pauvreté. Leur gentillesse, leur humanité et leur courtoisie les rendront non seulement libéraux en ce qui concerne leurs possessions, mais font qu'ils ne possèdent pratiquement rien qui n'appartienne également aux autres. » Les femmes jouaient un rôle important et avaient un statut respecté dans la société iroquoise.
En effet, le lignage s'organisait autour de ses membres féminins, dont les maris venaient rejoindre la famille. Chaque famille, élargie, vivait dans la grande maison. Et lorsqu'une femme désirait se séparer de son mari, elle déposait simplement les affaires de ce dernier devant la porte. Les familles formaient des clans et une douzaine ou plus de clans pouvaient former un village. Les femmes les plus âgées du village désignaient les hommes habilités à représenter le clan au conseil de village et de tribu. Elles désignaient également les 49 chefs qui composaient le grand conseil de la confédération des 5 nations iroquoises. Elles assistaient aux réunions de clans, se tenaient derrière le cercle formé par les hommes qui discutaient et votaient les décisions. Si ces derniers allaient dans un sens trop éloigné de celui qu'elles souhaitaient, elles pouvaient les démettre et les remplacer. Les femmes surveillaient également les récoltes et s'occupaient de l'administration générale du village, tant que les hommes étaient à la chasse ou à la pêche. En outre, comme elles fournissaient les mocassins et la nourriture pour les expéditions guerrières, elles avaient également un certain contrôle sur les affaires militaires. Comme le fait remarquer Gary Baring Nash dans son fascinant ouvrage sur les premières années de l'Amérique, Red, Blacks and Whites, le pouvoir était donc bien l'affaire des deux sexes, et l'idée européenne d'une domination masculine et d'une sujétion féminine en toutes choses était remarquablement étrangère à la société iroquoise. On enseignait aux enfants iroquois aussi bien l'héritage culturel de leur peuple et la nécessaire solidarité entre tribus que le devoir de ne pas plier devant un quelconque abus d'autorité. On leur enseignait aussi l'égalité des statuts et le partage des possessions. Les Iroquois ne punissaient jamais cruellement leurs enfants. Le servage et la toilette n'étaient pas imposés autoritairement, et les enfants étaient autorisés à franchir graduellement et de façon autonome ces étapes de leur éducation. Tout cela, bien sûr, jurait parfaitement avec les valeurs européennes que les premiers colons apportèrent avec eux. Une société divisée en pauvres et riches, contrôlée par les prêtres, par les gouverneurs et par les hommes en ce qui concernait la vie familiale. Par exemple, le pasteur de la colonie des Pères Pèlerins, John Robinson, donnait à ses paroissiens les conseils suivants sur l'éducation des enfants. Assurément, il y a en chaque enfant une obstination, une intrépidité d'esprit, fruit d'une fierté naturelle qu'il faut absolument rabattre et briser. Ainsi, les fondements de l'éducation étant assimilés avec humilité et docilité, d'autres vertus pourront venir, en leur temps, s'y adjoindre. Gary Nash dépeint ainsi la culture iroquoise. Nulle loi, ni ordonnance, ni shérif, ni gendarme, ni juge, ni jury, ni cour de justice, ni prison, tout ce qui compose l'appareil autoritaire des sociétés européennes, rien de tout cela n'existait dans les forêts du nord-est américain avant l'arrivée des Européens. Pourtant, les limites du comportement acceptable y étaient clairement déterminées. Bien que mettant en avant la notion d'individu autonome, les Iroquois n'en avaient pas moins un sens aigu du bien et du mal. Celui qui volait de la nourriture ou se conduisait lâchement au combat était couvert de honte par son peuple et mis à l'écart de la communauté jusqu'à ce qu'il eût expié sa faute par ses actes et apporté la preuve, à la plus grande satisfaction de ses congénères, qu'il s'était moralement purifié de lui-même. Façon de voir, partagée aussi bien par les Iroquois que par les autres tribus indiennes. En 1635, les Indiens du Maryland firent la réponse suivante au gouverneur qui avait exigé, au cas où l'un d'entre eux assassinerait un Anglais, le coupable lui fut livré afin d'en répondre devant les lois anglaises. C'est la coutume chez nous, les Indiens, lorsqu'un accident pareil se produit, de nous efforcer de racheter la vie d'un homme aussi vil en offrant 100 brassées de perles. Aussi, puisque vous êtes étranger ici, et que vous êtes venu dans notre pays, vous devriez vous conformer à nos coutumes, plutôt que de vous imposer les vôtres. À l'évidence, Colomb et ses successeurs n'arrivaient pas dans des régions sauvages et inhabitées, mais bien dans un monde aussi densément peuplé par endroits que l'Europe elle-même, avec une culture complexe et des rapports humains plus égalitaires qu'en Europe. Quant aux liens qui unissaient hommes, femmes, enfants et environnement naturel, ils étaient sans doute plus harmonieux que partout ailleurs dans le monde. Ces peuples ignoraient certes l'écriture, mais possédaient leurs propres règles, leur propre poésie, leur propre histoire, conservée dans les mémoires et transmise sur un mode oral bien plus complexe qu'en Europe, puisque chants, danses et spectacles cérémoniels s'y mêlaient.
Il prêtait une grande attention au développement personnel, à la force de volonté, à l'indépendance et à la souplesse d'esprit, à la passion et aux liens qui les unissaient à la nature. John Collier, un universitaire américain qui vécut parmi les Indiens dans les années 1920-1930 dans le sud-est des États-Unis, portait sur leur manière de concevoir la vie l'appréciation suivante. Si nous pensions comme eux, la terre serait éternellement inépuisable et nous connaîtrions la paix à jamais. Peut-être jugerait-on qu'il s'agit là d'une mythologie romantique. Pourtant, les témoignages des voyageurs européens des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, rassemblés dernièrement par un spécialiste américain des cultures indiennes, William Brandon, viennent dans une large mesure conforter ce mythe. Même si l'on admet le caractère imparfait des mythes, cela suffit à mettre en question, pour cette époque et pour la nôtre, la justification par le progrès humain de l'extermination des peuples, ainsi que les récits historiques qui ne tiennent compte que du point de vue des conquérants et des grands personnages de la civilisation occidentale.